merci d'être là. Et je crois très important ce qui va être dit ce soir. Pourquoi ? Eh bien parce que le message ou les messages qui ont accompagné la manifestation pour tous étaient en général des messages d'une simplicité enfantine. Genre, il faut un papa et une maman pour faire des enfants. Je pense que c'est un fait de nature pour lequel on ne manifeste pas. Et je crois que la manifestation avait des raisons beaucoup plus profondes que ces slogans un peu imbéciles. Il faut le dire. Je me permets, Jeanne. Vous rectifierez si vous n'êtes pas d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. Que ces slogans un peu imbéciles qu'on a pu entendre à longueur de marche. Bon. Et il me semble que le combat continue plus que jamais, puisque cette manifestation d'1 million de personnes ou plus a été réduite à 340 000. Il y en a une bonne de Yves Daoudal qui explique que effectivement le gouvernement de M. Ayrault taxe à 75% au-dessus du million. Alors, 1,3 million taxé à 75%, il reste 340 000. C'est assez marrant, voilà. Alors, donc, toutes ces choses font que... donc, il me semble qu'il y a deux intérêts à vous écouter, chère Jeanne. Le premier, c'est l'indigence du message officiel au cours de la marche. Et j'espère que cette indigence, vous allez notablement l'enrichir et nous faire comprendre ce qui est vraiment en jeu. Et puis la deuxième raison de l'importance de votre présence, c'est tout simplement que je pense que cette affaire, on n'a pas fini d'en parler, parce que si le président lui-même nous prend pour des billes et ordonne à sa police de plafonner à 300 000, eh bien il faudra indiscutablement redescendre dans la rue. Il n'y a pas d'autre solution. Où dois-je parler ? Dans quoi ? Alors, voilà le micro, en principe. Si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise debout ou etc., vous prenez ce micro portatif et vous pouvez... C'est parfait comme ça, pourvu que vous m'entendiez. J'allais dire, monsieur l'abbé, que les slogans sont toujours imbéciles. Hélas. Mais là, l'enjeu de ce qui nous préoccupe ce soir va en fait bien au-delà de ce qui a été dit par les organisateurs de la Manif pour tous, et je vous en parlerai aussi un peu parce que je pense qu'il faut faire attention de savoir ce que l'on défend et de ne pas laisser détourner les objectifs, tout simplement. Parce que les enjeux du mariage pour tous sont évidemment, ce que l'on a beaucoup dit, la dénaturation du mariage. Qu'est-ce que c'est que la dénaturation du mariage ? C'est lui donner une autre définition. Je vais vous expliquer que ça n'est pas nouveau, finalement. Je ne parle pas du mariage, entre guillemets, pour les personnes homosexuelles. Je vous parle de la dénaturation du mariage en général. Et puis, ce qui a été principalement mis en avant hier, c'était les dangers de cette nouvelle loi pour la filiation. C'est sur la filiation que les organisateurs de la marche ont insisté volontairement. Et pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous commencez à toucher à la personne, ou plus exactement aux actes des homosexuels en disant il y a un problème objectif, vous êtes homophobe. Et quand vous êtes homophobe, eh bien vous tombez sous le coup de la loi. Et c'est si vrai que les organisateurs de la marche ont énormément... Enfin, quand je dis les principaux porte-parole, qui étaient Frigide Barjot, Xavier Bongibaud de Plus Gai sans mariage, des socialistes, etc. Tugdual Derville n'a pas parlé dans ce sens. Plusieurs ont parlé dans ce sens en disant « nous manifestons contre l'homophobie ». C'est un concept extrêmement dangereux. On comprend ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire nous ne sommes pas là dans une démarche de haine, etc. Ça, c'est tout l'aspect bisounours de l'affaire que l'on comprend bien, mais qui est extrêmement dangereux.
qui est extrêmement dangereux. On va continuer là-dessus, madame. Il est vrai que le projet Mariage pour tous entraîne une dénaturation du mariage. Ça m'intéresse beaucoup que l'on dise ça, parce que à partir du moment où on parle de la dénaturation, on parle déjà de la nature. On renvoie vers la nature humaine. On renvoie vers une nature humaine qui, parce qu'elle est créée, parce qu'elle est constituée d'une certaine façon, a des lois qu'il lui est nécessaire d'observer pour son propre bien et surtout pour son propre bonheur. Ça ne va pas de soi de le dire. Parler du droit naturel ou de la loi naturelle à propos du mariage des homosexuels, c'est déjà un problème, je vous le dis, et vous allez comprendre pourquoi. Mais donc, que l'on dénonce la dénaturation du mariage, ça me paraît parfait. Et c'est déjà une petite révolution. Mais en parlant principalement de la procréation, on a quand même beaucoup évacué la question du mariage lui-même. Et c'est d'autant plus curieux que depuis des années, il était quand même convenu de dire que le but du mariage n'était pas d'avoir des enfants, mais de proposer un cadre à l'amour, à l'unité, à la communauté de vie des époux, etc. C'est toute la dispute qui a suivi Vatican II, où la fin première du mariage a paru, même si ça se discute, a paru devenir une fin seconde par rapport à l'union des époux. C'est assez amusant de constater qu'aujourd'hui, le mariage, c'est les enfants. Donc c'est aussi un retour vers une certaine tradition qui est amusant, mais qui n'est pas suffisant à mon avis. Il ne faut pas lâcher sur la dimension unitive du mariage et sur le caractère spécifiquement humain, supposant des règles et des lois qui entourent cette fonction unitive du mariage. Je vais vous parler aussi un peu du cercle vicieux qu'il y a dans cette affaire. Parce qu'on commence par promouvoir les droits des homosexuels, puis on instaure le mariage pour eux, et on revient vers encore plus de droits et de protection pour les homosexuels. Et c'est ça le véritable enjeu, je pense, de cette affaire. Le mariage lui-même, est-ce qu'il n'a pas été déjà dénaturé ? Le mariage civil, nous parlons du mariage civil, c'est-à-dire le cadre qui, dans un pays où le mariage religieux n'a pas d'effet civil, permet d'assurer une stabilité légale, juridique, sociale au mariage, régler les conflits quand il y en a, etc. C'est un aspect très nécessaire du mariage, ce n'est pas tout le mariage, nous le savons bien, mais ce que nous sommes en train de défendre dans cette affaire, c'est bien le mariage civil, qu'on le veuille ou non, et qu'on le veuille ou non, c'est un aspect nécessaire mais non suffisant du mariage. Ce mariage a été vidé progressivement de son sens. Que lorsque la Révolution éclate en France, l'une des premières mesures qui est prise est quand même d'autoriser le divorce. Cet aspect des choses va avoir une évolution au cours du temps, plus ou moins de facilité. Aujourd'hui, on peut dire que si le divorce n'est pas comme en Espagne, un divorce express que l'on peut obtenir en quelques semaines, parce qu'en Espagne, ça va très très vite et le nombre des divorces explose. En France, ça reste quand même un petit peu difficile, mais le mariage n'est pas indissoluble. Les gens qui se marient avec l'idée, bon, c'est pour X temps, on espère que ce sera pour très longtemps, mais si jamais ça ne colle pas, eh bien, tant pis, divorce, ça peut se faire. Il y a eu, au cours des 40 dernières années, et cela est dû à la facilité et la légalisation de la contraception, une rupture accélérée et toujours croissante entre la sexualité et la procréation. Aujourd'hui, on peut très bien avoir une activité sexuelle et ne pas avoir d'enfant. Et il est convenu finalement de se dire que l'enfant, c'est le truc en plus, le jour où on en voudra bien. Et on est passé de la sexualité procréative, à la sexualité récréative. C'est une activité comme une autre, agréable, à laquelle on peut s'adonner selon son bon plaisir, parce qu'après tout, on n'a ni responsabilité, ni conséquences, et cela a entraîné toutes
toutes les dérives dénoncées par Paul VI dans Humanevitae, je ne vais pas revenir là-dessus, mais de fait, la cellule familiale a éclaté et le respect de la femme s'est effondré à partir du moment où, utilisable comme objet et absolument sans risque pour l'homme, eh bien, la contraception lui a permis de servir d'objet sexuel quand elle le souhaitait, ou d'ailleurs quand elle ne le souhaitait pas. Donc déjà, cette rupture entre l'union de l'homme et de la femme et la procréation, qui devient un choix, un enfant non désiré, eh bien c'est un enfant qu'on peut avorter. La technique a progressé, on a eu la contraception et puis on a eu toutes les façons de procréer de manière artificielle, que ce soit par l'insémination artificielle, par le prélèvement d'ovules, par il y a une série de techniques, certaines étant acceptables parce qu'elles ne font que aider des couples qui souffrent de la stérilité et sans toucher à la façon naturelle de susciter une nouvelle vie, mais d'autres coupent totalement la fécondation de l'union conjugale. Et on en arrive à l'acceptation généralisée des procréations adultérines de fait. De quoi veux-je parler ? De la procréation médicalement assistée, où on fait appel à des gamètes d'hommes ou de femmes étrangers au couple et qui vont permettre de pallier une stérilité. Et là, on crée de toutes pièces des enfants adultérins, qui seront par exemple l'enfant du père, mais pas de la mère, ou l'enfant de la mère, mais pas du père, ou alors, si on prend des cellules de donneurs hommes et femmes extérieurs au couple, un enfant qui est totalement extérieur au couple. Tout ça est possible. C'est possible, et c'est tellement possible que j'ai une amie qui, malheureusement, a d'énormes problèmes pour avoir des enfants, et elle est allée voir son gynécologue, et elle a refusé, pour des motifs religieux, pour vivre en cohérence avec sa foi, une implantation d'embryon créée in vitro. Et elle a eu accès à son dossier sur lequel elle a trouvé la mention « Intégriste ne veut pas de la PMA ». Bien. Donc il faut bien comprendre que ça, c'est faire avoir un apport extérieur au couple, ça ne pose plus aucun problème. Fabriquer un bébé dans une éprouvette, c'est la norme. Et c'est si vrai qu'en Amérique du Sud, par exemple, un jugement de la Cour internationale interaméricaine qui ressemble dans sa constitution et dans ses compétences à la Cour européenne des droits de l'homme, est actuellement en train de condamner le Salvador pour son refus de la fécondation in vitro. Il y a une soufflerie. Un peu plus fort, oui. C'est peut-être trop. Je sais pas si ça vous gêne. Si ça ne vous gêne pas, moi ça va. Je vais me tenir un peu plus loin. C'est pour votre repos, pour vous éviter de... D'accord. Mais sinon, oui. Laisser, hein. C'est pour vous, c'est vous qui dites. Si ça vous va, moi ça me va. Il y a eu des réaménagements progressifs dans le cadre du mariage de l'autorité paternelle. L'autorité paternelle, vous le savez, était celle du chef de famille sur ses enfants. Alors il y avait certainement des excès dans l'autorité du chef de famille sur sa femme, née du Code de Napoléon, etc. Il y avait quelques petits problèmes qui étaient sans doute à régler. Mais ce qui a été mis en place, c'est une égalité pure et simple, où l'homme est équivalent de la femme, le père de la mère par rapport à l'enfant. Le chef de famille a disparu, l'autorité paternelle a été remplacée par l'autorité parentale. Vous voyez qu'il y a déjà un glissement qui prépare le fait de pouvoir ignorer le sexe du père et de la mère. Je ne pense pas que ça ait été fait dans ce but, mais en tout cas, c'est un des éléments qui y conduit. Parallèlement, dans la loi, la notion de filiation légitime a disparu. Aujourd'hui, il est juridiquement, fiscalement, socialement équivalent d'avoir un enfant dans le mariage ou hors du mariage. Les droits de succession sont les mêmes. Aujourd'hui, 50% des enfants français et plus naissent hors mariage. Ça donne la tonalité de la société et relativise évidemment le sens du mariage. On a abandonné le divorce pour faute. La fidélité n'est plus, on l'affirme, mais ça n'est plus
une obligation comme elle l'a été, et c'est extrêmement important, vous allez le voir pour les homosexuels qui, eux, ont une notion de la fidélité qui est très différente de celle des couples hommes-femmes, des couples normaux, j'ose encore le mot normaux. Le mariage civil qui précède un mariage religieux, il y a un certain nombre de catholiques qui, dans les années 70, je crois, ont tenté d'obtenir de faire un contrat, puisqu'après tout, l'établissement du contrat est libre. Ils ont essayé de mettre dans leur contrat de mariage leur volonté que ce mariage fût indissoluble. Ça a été refusé par les juridictions successives, donc c'est un élément qui a lui aussi disparu. L'indissolubilité du mariage n'existe pas. Et au fil du temps, le mariage est véritablement devenu une option parmi d'autres. On peut se marier, on peut vivre en concubinage, on peut choisir le Pacs, on peut élever son enfant toute seule, comme dit la chanson le faire son enfant toute seule et l'élever toute seule, comme dit la chanson de Jean-Jacques Goldman. Tout ça est admis. Et on est même très mal vu de dire que, eh bien, il y a quand même un petit problème pour l'éducation d'un enfant dans ce qu'on appelle absurdement un foyer monoparental. Ça n'existe pas. Un enfant a 2 parents, quoi qu'il soit, quoi qu'il arrive, un papa et une maman, pour reprendre un des slogans imbéciles de dimanche, mais c'est vrai. Tout ça est supposé être équivalent. Et mieux encore, les familles recomposées, vous savez très bien que la presse les présente comme une richesse pour les enfants. Plus ils ont d'adultes dans leur référent, dans leur entourage, plus ils ont de beaux-parents, finalement, plus ils bénéficient de la diversité. Et comme vous le savez, la diversité est une valeur absolument incontestable. Vous savez que le Pacs, qui a été inventé pour les homosexuels, vous savez que le Pacs, à 95% ou 97%, est utilisé par des couples hommes-femmes. Son intérêt, c'est d'être structure légère, sans obligation, sans pension alimentaire en cas de rupture, sans obligation d'assistance. Et puis pour rompre, eh bien c'est simple, vous faites une lettre, vous la faites signifier par un huissier, unilatéralement, et tout est fini. Et à moins qu'il y ait des malversations particulières sur la propriété, bien effectivement, tout est fini. Et ce Pacs est en train, très progressivement, au bout de 10 ans, je crois qu'on en est à 40% de Pacs pour 60% de mariage, en partant de 0 en 2001, vous voyez l'ampleur que ça a pris. Un droit créé pour des homosexuels a profondément bouleversé l'état de la famille en France. Je crois qu'il faut y penser. Si le mariage des couples de même sexe était légalisé, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien d'abord, un problème de mots, un problème orwellien, puisque en changeant le sens du mot, on est dans le domaine de la novlangue, on crée dans le domaine de l'idéologie et on ne fait plus attention au réel. Parce que c'est très très mal, en fait, de parler de ce domaine du réel. Pourquoi ? Parce que les homosexuels, au fil des ans, d'abord, ils ont commencé par faire des gay pride, ils le font toujours un peu, ils font toujours beaucoup, mais ils ne font plus que ça. Mais ils ne font plus seulement ça. Au départ, ils se montraient avec leurs fanfreluches, leurs plumes, tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui, ils réclamaient leur droit à la différence. Aujourd'hui, ils réclament leur droit à l'indifférence, c'est-à-dire leur droit d'être considérés comme exactement équivalent de n'importe quelle autre personne, dotés d'exactement les mêmes droits, éventuellement les mêmes devoirs, et donc de nier la différence fondatrice au sein de notre nature humaine. Hommes et femmes, il les créa, dit Dieu, et je crois qu'on ne peut pas mener ce débat sans référer à une transcendance, parce qu'effectivement, si Dieu n'existe pas, pourquoi est-ce que, 1, tout ne serait pas permis, et 2, pourquoi est-ce qu'on ne s'amuserait pas ? Il y a de superbes pages de Chesterton à ce sujet qui voient des athées qui s'imposent des régimes, et il dit, mais enfin, pourquoi ? Après tout, s'il n'y a pas de transcendance, s'il n'y a pas d'aune morale, pourquoi se gêner ? Et donc, cette différence fondatrice de la nature humaine, finalement, on la retrouve dans toute la nature. Ce qui est différent permet le mouvement, permet l'énergie, le positif, le négatif, l'électricité, les ondes, enfin tout ça est fondé sur le mouvement et la différence, l'attraction des contraires, toute cette formidable énergie qui existe au sein de la nature
n'est possible qu'en raison des différences dans la nature. Et si on niait, si ces différences n'existaient pas, il n'y aurait plus de temps, il n'y aurait plus de mouvement. On serait dans le grand tout insignifiant ou dans le grand néant tout aussi insignifiant. Et il faudrait, si on voulait recréer une dynamique, recréer des différences. Et je me disais, oui, si demain on me louait un appartement avec des prises mâles, je serais bien ennuyée, des prises électriques mâles. Pour pouvoir faire fonctionner l'électricité, il faudrait que j'ai recours à des techniques absolument extravagantes. Finalement, excusez-moi, mais pour les homosexuels, c'est un peu pareil. Ils sont obligés d'avoir recours à des techniques extravagantes pour que leur activité produise du fruit. Parce que ça ne peut pas produire de fruit. En légalisant le mariage de même sexe, on crée une norme. Comment ? On dit dans le Code civil, le mariage, c'est l'union de deux personnes. À partir du moment où le Code civil dit le mariage, c'est l'union de deux personnes, homme, femme, 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 homme, homme, le Code civil serait en train de dire tout ça, c'est strictement pareil. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça que je vous disais, c'est le comble de l'indifférenciation. Et on aurait là une rupture dans l'histoire, une rupture légale, une rupture du droit, une rupture de la morale, qui serait absolument sans précédent, puisque les peuples sont constitués de familles qui se perpétuent. Sans famille, il n'y a pas de société. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est la technique, simplement. C'est le fait qu'on puisse fabriquer des enfants d'une autre manière que de la manière naturelle. Mais il n'est pas sûr, autant du principe de précaution et de l'écologie humaine prônée par Benoît XVI, il n'est pas sûr que ce soit une excellente expérience, et on y reviendra. Pour moi, c'est véritablement une espèce de communisme à l'état pur. Tous se valent, tous ont les mêmes droits, tous peuvent avoir des enfants et de manière équivalente, il n'y a pas de problème. L'égalité devient la norme absolue, et à partir du moment où vous avez une norme absolue, eh bien sûr, vous ne pouvez pas la contester. Et ainsi, la famille dite homoparentale, mais ça n'existe pas, puisque, sauf évolution de la science, je vous en parlerai aussi, la famille homoparentale est impossible. Deux hommes ne peuvent pas avoir un enfant ensemble, et deux femmes ne peuvent pas avoir un enfant ensemble. Et donc, on brouille là encore les pistes en disant qu'il y a famille homoparentale. Et en fait, on admet qu'une famille puisse être constituée en étant en quelque sorte cassée d'avance. Deux femmes ayant un enfant par insémination artificielle, eh bien, elle n'est pas entière, elle ne forme pas une unité. Elle forme un assemblage où l'enfant est apporté de l'extérieur et privé de son père. C'est aussi simple que ça. On l'a beaucoup dit au cours de ces derniers jours, c'est tout à fait vrai. Et bien sûr, tout cela brouille la perception qu'on a du mariage et de la famille, et ce, malgré le très faible nombre de mariages homosexuels dans les pays où le mariage, entre guillemets, des homosexuels est autorisé, eh bien, on sait très bien que ça concerne 1% de la population. Non, même pas. Ça ne concerne même pas 10% des personnes qui se revendiquent comme homosexuels. C'est rien. Mais à partir du moment où c'est dans la loi, à la limite, vous ne pouvez même pas le dire. Parce que, non, les homosexuels, c'est pareil que les autres. Il n'y a pas de différence. On est arrivé à tout cela à cause de ce que j'appellerais la procréation en roue libre. La procréation qui ne respecte plus la nature des choses. Les bricolages en matière de fécondation supposent toujours l'existence d'un père et d'une mère. Ça aussi, on l'a beaucoup entendu ces derniers jours. L'ennui, c'est que ça ne va peut-être pas durer. Et pourquoi ? Un savant japonais qui s'appelle Yamanaka a trouvé une technique révolutionnaire qui lui permet de prélever des cellules sur un être vivant donné, un animal donné, y compris l'homme. Et à partir de cette cellule, qui peut être une cellule de peau,
de la rajeunir artificiellement en y introduisant des virus. Et ça permet à cette cellule de devenir comme une cellule souche embryonnaire. Vous connaissez, j'imagine, les cellules souches embryonnaires. Ce sont, quand un embryon est à peine fécondé, on peut prélever une cellule sur cet embryon et par définition, il va pouvoir donner n'importe quel tissu, n'importe quel organe. C'est ce qui se passe lorsqu'un enfant se développe dans le ventre de sa mère. Il y a également des cellules souches adultes. Ce sont des cellules qui circulent dans notre corps, qui ont encore cette capacité de différenciation, mais ce ne sont pas, comme pour les embryonnaires, des cellules totipotentes, c'est-à-dire pouvant tout devenir, mais des cellules pluripotentes. Elles sont capables de donner plusieurs types d'organes, et elles ont une fonction réparatrice déjà dans notre corps, et la science, de plus en plus, sait les utiliser pour soigner un corps. Yamanaka a trouvé le moyen de revenir au stade avant, c'est-à-dire avant les pluripotentes, vraiment pour obtenir à peu près n'importe quoi. Et en prélevant de la peau de souris, une cellule de peau de souris, il a réussi à fabriquer des spermatozoïdes et des ovules. Et à partir de ces gamètes, il a réussi à faire... c'est pas lui, c'est selon sa technique. Une équipe de chercheurs a réussi à obtenir une portée de souris tout à fait mignonne. Moi, j'aime bien les souris, mais enfin, celles-là, elles étaient quand même assez étranges. Et ce qui peut se faire avec des souris, eh bien, pourquoi pas un jour avec l'homme? Et qu'est-ce que ça laisse prévoir? Ça laisse prévoir que l'on pourra prendre des cellules chez un homosexuel, par exemple homme, et d'en tirer des gamètes qui comportent son patrimoine génétique, des ovules. Et donc, on pourra avoir un enfant de 2 hommes. Parce que, après, le tour est joué avec son partenaire. Il suffira d'une fécondation in vitro et d'une mère porteuse accommodante. Et puis, même chose pour les femmes. Et puis, pourquoi pas, chose intéressante aussi à concevoir, on prend des cellules sur une seule personne, on remonte aux spermatozoïdes et aux ovules, et puis on a un enfant qui sera le parfait clone de cette personne-là. Ce que je vous dis n'est pas impossible, puisque l'étape précédente que je vous ai décrite, remonter à des spermatozoïdes et des ovules et les mettre ensemble, ça se fait pour des souris. On arrive donc, avec toutes ces nouvelles techniques, à une négation de la maternité. Avec ces nouvelles techniques et avec cette proposition de donner des enfants à des couples homosexuels afin qu'ils les élèvent comme s'ils avaient 2 papas ou 2 pères ou 2 mères. Négation de la maternité, ça n'est pas rien. J'ai participé à un débat télévisé avec un couple de jeunes homosexuels qui avaient fait appel à une étudiante de Washington qui avait donné des ovules. Chacun d'eux a fécondé un des ovules. Les 2 embryons étaient implantés chez une autre femme et ont donné un garçon et une fille que maintenant ils élèvent comme s'ils étaient 2 papas. C'est vers ça que l'on va. Lorsqu'on sait l'importance de la relation de la mère avec son enfant, on ne peut que devenir fou en voyant ça. Une mère donne beaucoup à son enfant pendant sa grossesse. Là, en l'occurrence, elle a porté des enfants qui n'étaient pas les siens. À la naissance, on sait que les regards échangés entre la mère et son enfant ont une action constitutive, formatrice, sur le cerveau de l'enfant. Et moi, en tant que mère, je peux vous dire que lorsqu'on a mal après un accouchement et qu'on regarde son enfant, eh bien, on a moins mal. C'est très curieux quand on le regarde dans les yeux. Il y a là une alchimie à laquelle il est peut-être très difficile et très dangereux de toucher. On est prêt à faire ça. On est prêt à arracher un nouveau-né à sa mère pour le donner à un deuxième, entre guillemets, papa. Est-ce qu'on sait que les femmes qui enfantent, ou plus exactement les femmes qui attendent un enfant, ont dans leur corps, 30, 40, 50 ans après, des cellules de leur enfant? Est-ce que vous savez que les frères et sœurs de ces enfants, des puits-nés, ont des cellules de leurs frères et sœurs dans leur corps? On a même découvert des cellules de l'enfant porté dans le cerveau des femmes
après décès, autopsie. Et on s'est même aperçu que ces cellules pouvaient avoir une action pour prévenir ou ralentir un Alzheimer, par exemple. C'est quand même rigolo. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que 2 hommes peuvent avoir un enfant et éventuellement, pour cela, il est clair qu'ils vont avoir besoin d'une tierce mère qui va lâcher son enfant, qu'elle soit mère porteuse rémunérée ou la copine qui gentiment leur file le gamin. Eh bien, ces enfants sont arrachés à leur mère, ils ne vont pas avoir ce lien nécessaire et fort avec elle, et la mère va porter dans son corps la mémoire de cet enfant qu'elle aura abandonné. Je pense qu'on n'y pense pas assez. Négation de la paternité aussi. Pour les lesbiennes, c'est beaucoup plus facile d'avoir un enfant, bien sûr, parce que ce sont elles qui portent. On connaît des cas de jeunes femmes qui se débrouillent pour que un ovule de leur copine soit fécondé avec un don plus ou moins anonyme, plus ou moins bricolé, et tout ça, ça se passe dans divers pays. Là, on arrive à des bricolages tout à fait aberrants, ou alors à des techniques d'arrière-cuisine, des inséminations artificielles, artisanales, si je puis dire. Et ces femmes vont avoir des enfants qu'elles vont toutes les deux materner gentiment. Mais le père, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on pense suffisamment à la violence des sociétés matriarcales? Une femme veut tout pour son enfant. Elle veut son bien, mais pas toujours. Elle ne le veut pas toujours très bien. Elle veut tout lui donner. Elle veut qu'il soit protégé, au chaud, nourri, qu'il ait ce dont il ait besoin, et au besoin qu'il ait ce dont il a envie. Et le père, lui, il est là pour dire la loi. Dans ces ménages, où est le père? Il n'est nulle part. Dans ces ménages, où est la loi? La loi n'est nulle part. Il n'y a plus ce coupeur de cordon ombilical, pour parler comme les psychologues. Est-ce qu'on a mesuré les conséquences de tout cela? Est-ce qu'on a vraiment le droit de dire « Non, moi j'ai rien contre le fait que des garçons et des filles soient élevés dans des foyers homosexuels », comme j'ai entendu Frigide Barjot le dire en conférence de presse devant la presse étrangère rassemblée jeudi dernier. Ça, je peux vous dire que ça m'a révoltée. Mais il faut bien savoir que lorsqu'on fait des études sur la manière dont des enfants grandissent dans ces foyers, ou lorsqu'on publie des témoignages, eh bien, on se prend des volets de bois vert. C'est exact. Moi, je l'expérimente sur mon blog. Il m'est arrivé de citer notamment les études d'un nommé Marc Regnerus, qui, au Texas, a étudié des enfants qui n'ont pas été élevés dans des foyers homosexuels, mais qui ont été élevés par des parents dont l'un ou l'autre avait une activité homosexuelle en marge de son mariage. Les énormes problèmes sur tous les plans que ces enfants expérimentent sont véritablement une invitation à faire très 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 attention dans ce domaine. Or, quand Regnerus a publié son étude, tout le monde a hurlé au scandale, et notamment le lobby gay américain Stonewall, qui a dit c'est scandaleux, il faut que son étude soit invalidée et qu'il soit destitué de son poste de professeur, parce qu'il a osé dire ça. Il a fait l'objet d'une enquête de la part de son université, parce qu'il avait publié des résultats défavorables à l'éducation des enfants dans les foyers homosexuels. Au bout du compte, il a été justifié, parce que sa méthode avait été scientifique et qu'au fond, il n'y avait rien à dire. Mais quand je vous dis qu'il y a une pression et qu'il y a une impossibilité de dire certaines choses, eh bien, ça me paraît important. À propos de la paternité, je continue encore un peu. Le père est-il nécessaire dans le foyer? Bien, juste un petit fait que j'ai appris il y a quelques mois. Une jeune fille qui grandit dans un foyer avec sa mère et son père, et là, elle va se développer physiquement d'une certaine façon. On a fait des études statistiques et on s'est aperçu que les jeunes filles qui grandissent avec un beau-père qui n'est pas son père biologique, sa puberté va intervenir 6 mois plus tôt en moyenne. Il y a un interjeu
chimiques sur toute la personnalité. Le corps et l'âme, le corps et l'esprit, tout ça est un. Et on s'est aperçu que physiquement, le développement de la fille se passe mieux si elle vit avec sa mère et avec son père biologique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ça? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça aux enfants dans les cours, entre guillemets, d'éducation sexuelle? Ce serait pas une bonne idée, ça? Ce serait pas une bonne idée de leur dire que les femmes sous contraception sont attirées par d'autres hommes que ceux qui les attirent quand elles ne sont pas sous pilule hormonale? Et qu'elles choisissent mal? Et que lorsqu'elles cessent de prendre la pilule pour avoir des enfants, elles se disent « Oh, celui-là, je ne peux pas le sentir ». Question de phéromones. Tout ça, bon, ça ferait l'objet d'une autre conférence. Ce qui m'amuse, c'est que les homosexuels sont très attachés, dans toute cette affaire, à avoir des enfants biologiques. Ça ne vous a pas frappé? Ils veulent absolument pouvoir dire c'est ma fille, c'est mon fils, et puis avec un donneur étranger au couple, forcément, en tout cas pour le moment. Mais c'est très important pour eux. Mais c'est pas important pour l'enfant, peut-être? D'où vient toute cette folie? Je crois elle remonte loin, elle remonte à la mise en place de l'idéologie antiraciste, et qui a commencé par dénaturer un autre mot que le mariage. Elle a dénaturé le mot discrimination. Autrefois, discrimination, c'était une qualité, c'était de savoir bien choisir, avoir des goûts, en anglais, avoir des goûts discriminants, je ne sais pas si ça se dit en français. Ça veut dire qu'on est vraiment un gentleman qui a le sens des choses et qui a un excellent goût. La discrimination, c'est opérer des choix, voir ce qui est mieux, ce qui est moins bien, traiter différemment ce qui mérite en justice d'être traité différemment. Aujourd'hui, la discrimination est un gros mot et empêche de traiter différemment les gens selon ce qu'ils sont. Parce que ce sont des êtres humains, il va falloir ne pas faire de différence entre eux, quelles que soient les justifications de ces différences. Ça peut être la nationalité. Alors en France, on ne peut pas discriminer en raison de la nationalité. Toutefois, on ne peut pas être fonctionnaire si on n'est pas français. Cherchez l'erreur. On ne peut pas discriminer en raison de la religion. Or, c'est une manière aussi d'assurer que l'on ne puisse pas dire que la religion chrétienne a des mérites plus grands ou un intérêt supérieur pour la civilisation, pour le bonheur des hommes, que l'islam, par exemple. Tout cela, vous le savez. Mais ça s'étend aux hommes et aux femmes, aux différences entre hommes et femmes. Vous ne pouvez plus discriminer à raison, comme dit la loi de manière fort incorrecte, entre hommes et femmes à raison de leur orientation, de leur sexe, ni de leur orientation sexuelle. Parce que tout cela, dans ce développement nihiliste ultime, s'appuie sur l'idéologie du genre. S'il n'y avait pas d'idéologie du genre qui dit que tous les choix sexuels se valent, je crois qu'on n'aurait pas aujourd'hui la question du mariage des homosexuels. L'idéologie du genre, vous le savez aussi, distingue le sexe biologique, qui est quasi négligeable. C'est la nature, hein, et puis, après tout, on n'y fait pas très attention. Du genre perçu par la personne. Alors, l'idéologie du genre dit, lorsqu'on vous dit, parce que vous naissez petite fille, que vous êtes une fille, et que vous devez donc vous comporter comme une fille, ça, c'est une exigence patriarcale, une domination patriarcale, qui, par la culture, va imposer à la petite fille l'image qu'elle va avoir d'elle-même et le comportement qu'elle va se croire obligée d'avoir. Tandis que l'orientation sexuelle, bien comprise selon l'idéologie du genre, c'est un bien librement conquis où l'on peut choisir ce qu'on va aimer. Alors successivement, ça peut être des personnes de même sexe, des personnes de sexe différent, tout ça, ça peut évoluer, mais l'important, c'est donc la liberté de choix. Et l'important dans cet antiracisme qui va s'appliquer à cette affaire, c'est qu'on ne va pas pouvoir discriminer contre les gens en fonction de leur choix sexuel. C'est aujourd'hui dans la loi, et
je vous prie de croire que ça peut aller très loin. Cette lutte contre toute discrimination s'étend à énormément de domaines. Elle a commencé, je pense, avec une volonté d'en finir avec les traditions religieuses. Toutes traditions d'ailleurs, mais spécialement les traditions religieuses. Ces traditions, si vous lisez les documents de l'UNESCO, les premiers, alors ça, dans les années juste après la Seconde Guerre mondiale, on va vous expliquer de manière régulière que les convictions religieuses, la morale traditionnelle imposée dans des sociétés patriarcales, le mot n'est peut-être pas encore dit à ce moment-là, sont source de conflits. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Parce que les gens ne s'entendent pas, et les gens ne s'entendent pas parce que ils ont des conceptions religieuses différentes. Donc pour que les gens s'entendent et qu'il n'y ait plus de guerre, il est extrêmement important de mettre fin aux différences religieuses, ou en tout cas à leurs conséquences concrètes dans la vie. Vous pouvez avoir de la religion folklorique, cette personne ne vous en voudra, mais être attaché à une tradition au point de vouloir l'imposer ou de vouloir la défendre face à des personnes différentes, eh bien ça ne va pas du tout. Donc ça commence dans les institutions internationales. De cette manière-là, on dit il faut gommer ces différences-là. Et puis, ce qui a été bien initié par l'UNESCO va être progressivement imposé par les Nations Unies. Et au fil du temps, on va arriver à l'antiracisme, enfin toute la catégorie des choses pour en finir, pour arriver à l'interdiction de la discrimination pour des questions de genre ou d'orientation sexuelle. Il existe ce qu'on appelle une charte des principes de Yogyakarta. Alors, Yogyakarta, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une ville d'Indonésie où des gens se sont réunis pour signer une charte qui demande la promotion des droits des homosexuels. Et en 2007, à la session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, un groupe de pression, mais qui était important, puisqu'il y avait des tas de représentants de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, et puis il y avait Mary Robinson, l'ancienne présidente de l'Irlande, qui était partie prenante. Ils ont tous co-signé un document pour demander sans caractère obligatoire ni incitatif, mais ce sont des principes que l'on retrouve à longueur de temps dans les pressions sur les pays, dans les rapports faits sur tel endroit où les droits des homosexuels ne sont pas reconnus. Ces principes vont revenir, et parmi ces principes, il y en a plusieurs qui sont intéressants. L'assertion, ce principe-ci, les enfants, même les plus jeunes d'entre eux, sont capables de discerner leur identité sexuelle, et ils doivent pouvoir l'exprimer avec la protection des pouvoirs publics. Autrement dit, un gamin en maternelle, ou en tout cas petit, doit pouvoir, et de manière protégée par la loi, dire « moi, j'ai peut-être un corps de garçon, mais je me sens petite fille ». Ces principes imposent l'obligation de changer les programmes scolaires pour assurer le respect de ces droits. Regardez toute la production du Parlement européen, vous trouvez ça vraiment de manière régulière et habituelle. Ces principes du Yogyakarta imposent le devoir de faciliter l'accès aux opérations de changement de sexe, bien sûr, le droit d'affirmer son identité sexuelle à travers le discours, l'habillement, les caractéristiques corporelles, le choix du nom. Si vous vous appelez Camille, garçon, et que vous voulez vous appeler Camille, fille, c'est bien, mais si vous vous appelez Paul, il faut aussi que vous puissiez vous appeler Madeleine, bien sûr. Et vous devez pouvoir vous travestir, tout ça, c'est important. Ces mêmes principes demandent que les homosexuels aient le droit de fonder une famille, y compris par l'accès à l'adoption ou à la procréation assistée, y compris par insémination avec donneur. Donc là, on est dans un document de 2007 de l'ONU, signé par des personnes influentes et importantes, et on est dans une logique que l'on retrouve régulièrement dans les documents internationaux. Ça nous vient de haut et ça nous vient de loin. Alors moi, bien sûr, je me demande pourquoi. Je constate que la charte des droits fondamentaux de l'Europe aujourd'hui
protège l'orientation sexuelle. Donc l'Europe est la plus en pointe dans ces affaires-là. Et je me demande, mais pourquoi? Alors moi, franchement, je ne vois qu'une explication. C'est la jalousie infernale du diable par rapport au cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Dieu a créé l'humanité, homme et femme, et à l'homme et à la femme ensemble, il a donné la capacité d'être ses co-créateurs, de susciter des nouvelles vies. Il s'est engagé à donner, quoi qu'il arrive, une âme à ces nouvelles petites vies qui paraissaient. Et ces nouvelles petites vies qui paraissaient sont appelées au bonheur éternel. Il est donc assez logique que cela fasse l'objet d'une lutte abominable. Il faut savoir que toute cette pression dans le monde du droit international, même si pour l'instant seule la charte européenne affirme clairement les droits de l'orientation sexuelle, bénéficie, tout cela bénéficie d'un financement et d'une pression internationale dans le monde de l'économie et de la finance qui est démentielle pour le coup. Il y a beaucoup de choses qui existent à ce sujet. Lorsque vous avez des projets de promotion des droits des homosexuels, si vous pouvez chercher sur Internet, régulièrement, il en est publié, où vous avez ensuite la liste des donateurs et des sponsors. Eh bien, tout le monde y est. IBM, Hewlett-Packard, Microsoft, Starbucks, toutes les très grandes enseignes américaines, ou la plupart, sont impliquées là-dedans. Et quand je dis impliquées, une grande société américaine qui s'implique quelque part, ça se fait aussi moyennant finance. J'imagine que vous ignorez qu'en novembre, à Londres, il y a eu une réunion de promotion des droits LGBT. Savez-vous ce que c'est que les LGBT? Lesbiennes, bi, gays, trans. Il manque les queers. Ça va être bientôt ajouté. Déjà, les queers, c'est les bizarres qui ne rentrent dans aucune de ces catégories. Alors, des hauts responsables des plus hautes institutions financières du monde, les grosses banques, les plus importantes. Alors là, je vous parle de quoi? De Merrill Lynch, de Bank of America, de Deutsche Bank, Barclays, Citi, Crédit Suisse, Goldman Sachs, bien entendu, Morgan Stanley, HSBC, UBS, etc. Tout le monde est là. Tous les représentants de Wall Street se retrouvent à Londres. Et pourquoi? Pour promouvoir le message d'une association créée il y a 2 ans par un spécialiste de la diversité dans les grandes entreprises. La diversité dans les grandes entreprises, c'est assurer des quotas, s'assurer du bon traitement, etc. Eh bien, pour cette réunion, toutes ces immenses banques qui ont un pouvoir financier considérable avaient envoyé un directeur général, un directeur financier de plus haut niveau. Et tout cela vient dire il faut améliorer la situation de nos employés LGBT spécifiquement. Il faut leur créer des programmes pour que leur promotion se passe bien, pour que leur avancement se fasse sans heurts et pour que nous puissions mieux servir nos clients LGBT qui représentent un pouvoir financier considérable. Quand des grandes banques sont dans la promotion des droits LGBT, là aussi il y a de l'argent qui circule, si vous voulez. Et moi, je me suis demandé si on essayait de faire un sommet à Londres avec le Crédit Suisse, les Crédits Lyonnais, HSBC, Merrill Lynch et les autres pour promouvoir le statut du mâle blanc dans leurs entreprises. Je ne sais pas ce qui se passerait. Je crois qu'on se ferait assez mal voir. Mais c'est pour vous dire, il y a une espèce d'option préférentielle. Autrefois, c'était pour les pauvres, maintenant, c'est pour les homos. Je crois que c'est réel. Et très récemment, au début de ce mois, je crois que c'était le 6 janvier, donc fête des rois, il y a eu la signature d'une charte LGBT par une association nommée l'Autre Cercle. Alors tout ça, bon, très bien. Ça se passe en présence de Najat Vallaud-Belkacem, de Michel Sapin, de Dominique Baudis, défenseur des droits, et un certain nombre d'entreprises se sont engagées à promouvoir les droits des homosexuels et la charte de l'Autre Cercle, qui demande la légalisation du mariage gay. Les entreprises qui sont là sont Accenture, Alcatel-Lucent, Casino, le groupe Casino, Eau de Paris, IBM France, Orange,
Randstad France, Veolia, etc., etc. Bon. On se bat quand même contre des grands. On se bat contre quoi? Je vous ai dit qu'on se battait pour les enfants qui sont les grandes victimes de cette affaire, mais on se bat aussi pour l'amour humain tout court. On a affaire à une singerie de l'amour. Le combat actuel, en tout cas celui de la manif pour tous contre le mariage gay, a choisi de focaliser sur l'enfant et de dire, là je cite Frigide Barjot, les amours sexuels, les amours homosexuels, c'est très bien. Les homosexuels qui s'embrassent, ils ont parfaitement le droit. Applaudissons leur amour. Je cite. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Il n'y a pas d'équivalence entre l'amour homosexuel et l'amour humain entre un homme et une femme. Or, aujourd'hui, tout se passe comme si le fait de le dire était déjà être homophobe. La preuve, tout se passe comme si, non, tout se passe vraiment comme ça, puisque Christian Van Est, lorsqu'il tente d'indiquer qu'il y a une différence, qu'il y a un mieux et un moins bien entre ces deux variétés-là de l'amour, eh bien, il est poursuivi, il a un procès, il finit par le gagner, il recommence, il est exclu de son parti. L'amour humain, lui, véritable, c'est l'amour qui se conforme, qui est image de l'amour divin. Et l'amour divin, c'est un amour don total du Père au Fils, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un cours de religion, mais quelque chose m'avait beaucoup frappé dans une de mes lectures. C'est un Américain nommé Scott Hahn, qui dit « Finalement, lorsque Jésus arrive sur terre et veut nous signifier ce qu'est l'amour divin, que fait-il? Il accepte la croix et il verse jusqu'à sa dernière goutte de sang. Don total, absolu, sacrificiel. C'est ça l'amour. Alors c'est l'amour difficile. L'amour humain entre un homme et une femme a quand même des compensations qui n'ont rien à voir avec le sacrifice de la croix. Mais dans le fond, c'est ça, c'est un don absolu et total sans rien retenir, qui n'est pas la caractéristique de l'amour homosexuel, quoi que l'on dise. Il y a une acceptation totale de la différence, et puis un don sans retour accepté lui aussi. C'est pourquoi je pense que le fait de réduire le mariage à cette dimension procréatrice, comme on le fait ces derniers temps, peut-être pour partie de manière justifiée, dans la lutte contre le mariage homosexuel, eh bien, on est en train de gommer toute une partie de l'affaire, et en plus en train de donner des bâtons pour se faire battre, parce que on dit c'est important pour les enfants, etc. Et que répondent les homosexuels, ou certains homosexuels? Il ne faut pas croire que tous soient d'accord avec ça, évidemment, loin s'en faut. Je ne voudrais pas généraliser, mais que disent-ils? Mais attendez, vous dites que le mariage c'est fait pour la procréation, mais il y a bien des couples stériles. Et puis ces couples stériles, ils ont bien recours à autre chose. Et puis une femme qui est trop âgée pour avoir des enfants, quand elle se marie, c'est pas un mariage peut-être? Toutes ces objections seraient recevables si l'amour humain n'était qu'un sentiment, un désir de compagnonnage, etc. Mais ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. C'est une union totale qui est cimentée par l'amour charnel, mais qui est orientée vers le don total de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Voilà, ça c'est certes l'idéal, et certes nous en sommes tous très loin. Certes. Mais on est dans une dimension de l'amour à laquelle l'amour, entre guillemets, homosexuel ne peut répondre, et qui ne peut pas arriver à cette fécondité qui est celle de l'amour véritable, qui se traduit par le fait d'avoir des enfants pour des couples mariés, par le fait d'avoir une paternité ou une maternité spirituelle pour les personnes, pour les prêtres ou les religieux,
et pour les personnes qui sont célibataires, d'avoir encore une autre forme de fécondité dans leur don d'eux-mêmes à ceux qu'ils aiment, et qui ne passe pas, pour le coup, par de l'amour charnel. On est dans autre chose. On commet l'erreur de réduire l'union à une espèce d'amour-sentiment, surtout physique. Et aujourd'hui, lorsque les homosexuels réclament le droit de se marier, ils disent on est content d'être ensemble et on s'aime. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi est-ce que, sur la base de l'existence d'un consentement mutuel, pourquoi est-ce qu'on interdirait l'inceste? S'il y a une fille et son père qui s'aiment bien, pourquoi pas? Pourquoi pas, si on est réduit au simple plaisir échangé? La polygamie, ça a été longtemps accepté dans beaucoup de cultures, je ne dis pas de civilisation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas ce qui, finalement, serait socialement accepté? Eh bien, non, ça ne correspond pas au bien de l'homme. Le bien de l'homme nous est dit dans la Genèse, le bien de l'homme est difficile à atteindre, mais il correspond à une complémentarité, un don fécond, et ne pas le dire, c'est déjà ouvrir la voie. La pédophilie, je vous le rappelle, a fait l'objet d'un certain nombre d'encensements, notamment par Cohn-Bendit dans les années 68, ça tout le monde le sait. Mais un article très récent du Guardian, qui est l'équivalent du Monde au Royaume-Uni, a publié des articles d'un journaliste citant un universitaire, disant après tout, quand il y a plaisir partagé, l'enfant ne subit pas forcément de dommages du fait d'une relation pédophile. Donc il faudrait peut-être changer notre regard sur ça et voir ça comme une pulsion sexuelle comme une autre. Ça permettrait peut-être de mieux les éviter quand elles s'exercent de manière dominatrice, etc. Je rigole pas, hein. On nous dit volontiers, vous imposez votre loi religieuse. Vous êtes en train d'essayer de faire une société théocratique, vous les catholiques, en faisant conformer le mariage à ce que vous en pensez. Je crois qu'il faut réagir très fortement contre ce genre de critique en disant que toute norme morale, à ce moment-là, peut être contestée. Si, après tout, le vol, moi je n'ai pas le droit de voler, ça n'est pas bien, il y a un commandement, tu ne voleras pas. Mais dans une société qui ne reconnaît aucune transcendance morale, il n'y a absolument aucune raison de l'interdire toujours, si finalement il y a une espèce d'accord social où la force de ceux qui volent, qui écraserait bien gentiment la propriété de ceux qui ne souhaitent pas être volés. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de morale sans transcendance. Je crois que c'est ça l'essentiel. Il faut dire, nous n'allons pas chercher à vous imposer des lois religieuses. Notre loi religieuse exige que nous nous marions de façon sacramentelle. Il est bien évident qu'on n'a absolument pas le droit de dire à deux personnes qui ne croient en rien, vous devez vous marier religieusement, ça n'a pas de sens. Mais leur dire qu'il y a un minimum éthique à respecter, un minimum pour le bien de la société qui se constate, eh bien non, ça n'est pas de la théocratie, c'est simplement de l'humanité. Je vous ai beaucoup parlé du mariage, mais qu'est-ce qui se passera si demain le mariage, j'espère que je ne suis pas trop longue, si demain le mariage des homosexuels est légalisé? Eh bien, la lutte contre l'homophobie va s'accroître. Raison pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord avec le choix de la Manif pour tous de lutter, de se dire contre l'homophobie. Parce que l'homophobie est un délit, et l'homophobie est un délit qui se définit par la tenue de propos discriminatoires ou l'accomplissement d'actes discriminatoires à l'égard des personnes selon leur orientation sexuelle. Et que déjà nous savons que c'est un instrument de persécution. Nous savons déjà que le fait de se dire contre le mariage des homosexuels en instituant ce
qu'ils appellent une inégalité entre ce qu'ils appellent les hétéros et les homosexuels, eh bien, c'est déjà une forme d'homophobie, parce que c'est déjà une forme de discrimination, c'est-à-dire de différenciation et une manière d'imposer, de concéder des droits différents, ou de créer des situations différentes. Je crois qu'il ne suffit pas de redéfinir le terme, comme Tugdual d'Herville l'a fait, avec beaucoup de bonne volonté, en disant que l'homophobie, c'était le fait de poser des discriminations injustes, et il peut y avoir des discriminations injustes envers les personnes homosexuelles, ça on est entièrement d'accord, mais je crois qu'il ne suffit pas de redéfinir le mot pour exploser cet instrument de persécution. Pourquoi ? Parce que nous l'avons vu en France avec Van Est, mais on le voit dans le monde entier aujourd'hui, puisque ces lois progressent à peu près de la même manière à droite et à gauche. La lutte contre l'homophobie est un instrument qui ôte leurs droits aux gens qui pensent différemment de cette pensée unique, de cette pensée majeure, de cette pensée obligatoire. En Angleterre, c'est le cas des commerçants et des fournisseurs de services. Un petit exemple, un ménage chrétien qui a un petit bed and breakfast tout à fait charmant le long de la côte. C'est un hôtel qui est en même temps leur maison privée et ils font l'objet d'un testing parce que tout le monde sait que chez eux, on ne va que si on est légitimement marié. C'est une famille chrétienne, ils ont décidé de n'accepter chez eux que des ménages légitimement mariés. Après tout, c'est leur droit, c'est chez eux. Eh bien, un type appelle et dit « je voudrais une chambre pour un couple pour tel jour ». Et puis quand le couple se présente, c'est 2 hommes. Les gens disent « désolé, on peut vous indiquer un hôtel où vous pouvez aller, mais nous, nos convictions religieuses, désolé messieurs, ne nous permettent pas de vous loger dans une chambre avec un grand lit ». Ces personnes ont fait l'objet d'une procédure. Un procès donc, d'une procédure, et ils ont finalement été condamnés à payer de forts dommages et intérêts, et c'est monté très haut, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un petit tribunal de quartier qui a décidé ça. Ils ont été condamnés pour refus de service à un couple homosexuel. Ça n'est pas une affaire isolée. Aux États-Unis, il y en a beaucoup, il y a un photographe qui est photographe de mariage, et un couple vient lui demander « Vous photographiez notre mariage ?» Mais 2 hommes, non. Procès, dommage. Bien. Ça peut aller très très loin. Ça peut aller extrêmement loin. Ce que l'on est en train de casser, c'est le droit de vivre selon ses convictions, la liberté d'expression politique, vous l'avez vu avec Van Est, la liberté d'expression universitaire, on l'a vu avec l'affaire Regnerus, il fait une étude sur l'état des enfants dans les ménages homosexuels, ça ne va pas du tout. La liberté d'expression scientifique. Quand on fait une étude sur la longévité des homosexuels, on s'aperçoit que les pauvres sont, en tout cas, hommes, mais aussi femmes, curieusement, parce qu'il y a plus de partenaires, enfin, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, il y a beaucoup plus de maladies sexuellement transmissibles, et une espérance de vie qui est diminuée de 5, de 10, de 15 ans pour les homosexuels mâles. À l'époque où le sida faisait ses ravages, l'espérance de vie pour un homosexuel homme était, quand il avait 20 ans, était d'arriver à 50 ans. C'est pas très vieux. Donc quand on leur disait faites attention, arrêtez de coucher à tout va, arrêtez de changer de partenaire, etc., c'était pas par homophobie, c'était parce qu'on leur souhaitait longue vie. Eh bien non, ça c'est de l'homophobie. Quand je publie ce genre de statistiques, or il y en a de très sérieuses, sur la prévalence des maladies sexuelles non transmissibles dans la communauté homosexuelle, je peux vous dire que là, je reçois des commentaires de haine que je ne peux pas répéter ici. Une fois le mariage homosexuel légalisé et donc le comportement homosexuel affiché comme norme à laquelle on ne touche pas, eh bien, l'adoption. Est-ce que vous allez pouvoir refuser de participer à une procédure d'adoption pour un couple homosexuel en Angleterre? Ce sont des institutions caritatives qui placent les enfants en adoption ou en placement différent. Il y en a beaucoup plus qu'en France.
Je crois qu'il y a 50 000 enfants à placer en Angleterre tous les ans, et il y a énormément d'œuvres charitables catholiques qui ont participé à ça pendant très longtemps, en cherchant de bons parents pour des enfants qui en avaient besoin. Eh bien, comme aujourd'hui, ils sont obligés de participer au placement de ces enfants dans des foyers homosexuels, et qu'il y a eu des procédures à ce sujet, eh bien, toutes ces institutions caritatives ont arrêté de faire cette activité-là, tout simplement. Il n'y en a plus. C'est bien pour les enfants? Non. Mais vous pensez vraiment que les homosexuels, il y en a beaucoup qui veulent adopter des enfants? Ben, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que dans une ville comme Bristol, on fait spécifiquement appel à des couples homosexuels pour adopter en disant il faut de la diversité parmi les parents et donc des quotas, et donc il faut favoriser l'adoption par des homosexuels. Ça se passe à Bristol et dans plusieurs autres villes anglaises, et ça se passe aussi aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui en France des enfants adoptés, il n'y en a pas tellement, les homosexuels seront certainement les derniers. Non, dans des pays où c'est légal, on décide, dans certains cas, de servir prioritairement les couples homosexuels. Qu'est-ce qui se passe quand on est chrétien et que on a une vision très précise des obligations morales, du bien vivre pour être heureux, etc. Eh bien, dans un cadre où l'homosexualité est devenue la norme parce que inscrit dans le code civil, gravé dans le marbre, eh bien, dans vos écoles catholiques, dans nos écoles catholiques, il ne sera plus possible de ne pas enseigner que le comportement homosexuel est très bien et qu'une famille composée de 2 papas ou de 2 mamans, comme ils disent, est strictement égale et aussi bien qu'une autre. Et ça, on le voit à Toronto, par exemple. Au Canada, le mariage des homosexuels est possible, et en tout cas l'union civile, ça dépend des provinces. Mais les écoles catholiques au Toronto, très récemment, se sont vues imposer l'obligation d'inclure ce genre d'enseignement dans leur curriculum. Des parents qui, dans certains pays, alors là, je crois que c'est aux États-Unis, un père, ne voulait pas que son fils participe à un cours d'éducation sexuelle où une lesbienne disait comment ça se passait pour que deux lesbiennes puissent s'aimer ensemble. Elle faisait ça de manière très, très technique, hein, avec des dessins, des images, etc. Le papa a dit « Moi, je ne veux pas que mon fils participe à ça ». Et il se fondait sur une loi américaine qui dit que, ou dans son État en tout cas, qui disait que les parents ont le droit de ne pas faire participer leurs enfants au cours d'éducation sexuelle. Alors on lui a dit « Si, vous êtes obligés, parce que là, c'est pas de l'éducation sexuelle, c'est de l'éducation sociale. » Je suis désolée, on en rit, mais c'est tragique. C'est tragique. On a le cas d'une lesbienne qui élève un enfant avec son ami, elle se convertit, elle devient catholique, elle renonce à son activité sexuelle et elle se fait soigner. Vous savez que c'est très mal de se faire soigner quand on est homosexuel. En Californie, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de considérer qu'on n'a plus envie d'être homosexuel et voir si avec un psychologue, on ne peut pas sortir de cet état. C'est plus permis. Eh bien, elle a voulu que sa fille à elle, sa fille biologique, qu'elle avait eue de son mari, avant de partir avec une amie, une copine, eh bien, la copine en question a obtenu un droit de visite et de garde alternée. La jeune femme doit se battre, doit se cacher avec sa fille parce qu'elle dit « Moi, je ne trouve pas normal que ma fille parte avec cette femme qui ne met rien. » Et eh bien, elle aussi, elle est persécutée par la justice. Au Brésil, une loi qui est en cours d'adoption, ça prend beaucoup d'années, mais ça peut parfois prendre des années et aboutir. On est en train de créer une obligation de ne pas réagir de façon négative lorsqu'un couple homosexuel se témoigne des gestes d'affection que les couples hétérosexuels peuvent se témoigner, et ce, dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public. Les lieux privés ouverts au public, moi, ça me fait penser, par exemple, aux églises, les chapelles, pourquoi pas. La punition est prévue pour atteindre, la peine est prévue pour atteindre 2 ans d'emprisonnement, quand même.
C'est-à-dire, vous voyez deux homosexuels. C'est pas dans la loi, ça fait partie des choses qu'on essaye d'imposer dans la loi. Si vous voyez deux hommes qui s'embrassent goulûment devant vous et que vous prenez un air un petit peu choqué, eh bien déjà, c'est mal, mais non seulement c'est mal, mais on peut vous mettre à l'amende et on peut vous emprisonner. Je crois qu'il faut vraiment se rendre compte de l'étendue, enfin des excès auxquels on peut arriver. Quand on arrive à cette obligation dans l'approbation d'un comportement qui pendant des millénaires a été quand même considéré comme déviant. D'une part, on se demande pourquoi demain on ne serait pas obligé d'approuver l'inceste et la bestialité. Il n'y a absolument aucune raison. Sauf quand les animaux ne sont pas contents. En Allemagne, maintenant, il y a une loi pour dire que les animaux n'aiment vraiment pas ça et qu'ils souffrent, même s'ils ne le montrent pas, ils souffrent, donc c'est interdit. Mais il y a d'autres pays où on peut considérer qu'un animal qui se sent seul, il est bien content. Et après tout, en Suisse, on n'a pas le droit d'avoir un poisson rouge tout seul, il faut en avoir 2 dans son bocal, parce que sinon ça leur pose des problèmes psychologiques. On peut... Si, il y a une loi. Demain, si vous désapprouvez l'homosexualité ou que vous refusez de participer à un acte public de reconnaissance de cette homosexualité, eh bien vous risquez votre emploi. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui même, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé l'affaire de 2 Anglais, Madame Ladell et Monsieur McFarlane. Et Madame Ladell, par exemple, elle était officier d'état civil à Londres entre 1992 et 2009. Il y a une loi sur le partenariat civil et son employeur lui a dit, vous allez devoir célébrer des unions civiles, des partenariats civils entre couples homosexuels. Et elle a fait l'objet d'une procédure disciplinaire parce qu'elle avait refusé de signer un avenant à son contrat. Donc c'était pas dans son contrat. On lui a dit, vous devez signer ça, vous devez faire ça. Elle a dit, moi je ne le fais pas, je suis chrétienne, je ne peux pas participer à cette... reconnaissance, enfin cet enregistrement des unions civiles. Eh bien, elle a été licenciée. Et l'histoire de M. McFarlane est un peu équivalente. Il y a eu des procédures, ils ont tout perdu, ils sont allés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme? Est-ce qu'ils avaient le droit? Objection de conscience, liberté religieuse, conviction personnelle, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'ils avaient le droit de dire non? Là, la Cour européenne a publié ce petit résumé. En ce qui concerne Madame Ladell et Monsieur McFarlane, on ne saurait dire que les juridictions internes n'ont pas aménagé un juste équilibre en confirmant la décision de leurs employeurs respectifs d'engager une procédure disciplinaire. Dans un cas comme dans l'autre, l'employeur mis en cause poursuivait une politique de non-discrimination à l'égard des usagers et le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle est également protégé par la Convention. Autrement dit, l'objection de conscience de demain, elle est déjà par terre. Il n'y en a pas. Donc, je crois qu'il faut en être conscient, il faut savoir où l'on va. Où l'on va. Le droit européen, la Cour européenne protège les droits pour les homosexuels, y compris l'alliance civile. Et c'est pour ça que je sors de mes gonds quand je vois Frigide Barjot et Xavier Bongibaud et quelques autres à la conférence de presse au Grand Palais jeudi matin dernier dire nous voyons bien que les Français sont pour le mariage civil mais contre l'adoption. Le mariage entraîne droit à l'adoption, donc balançons le mariage mais aménageons une alliance civile. Moi je sors de mes gonds. Parce que si demain l'alliance civile est votée, eh bien on est dans cette reconnaissance publique absolue de l'homosexualité. On est déjà très engagé dans cette voie, mais là ce sera le pas supplémentaire qui va à terme conduire à la persécution. Alors là, est-ce que j'ai le droit de dire ce mot de persécution? Je l'emprunte à 1000 prêtres, 12 évêques et puis toute une palanquée de responsables de congrégations en Angleterre. En Angleterre,
Le mariage gay est en train, lui aussi, d'être voté et il devrait être adopté à la fin du mois, comme c'est curieux. Il y a eu, partie de la base, un mouvement des prêtres qui se sont mis ensemble, qui ont récolté 1000 signatures, dont celle de 12 évêques, et donc des supérieurs d'ordre religieux, et même de l'ordinariat de Notre-Dame de Walsingham, qui rassemble les anglicans traditionnels, qui sont devenus catholiques. Et ils ont ensemble écrit une lettre ouverte au Daily Telegraph. En Angleterre, la pratique d'écrire des lettres ouvertes aux journaux est institutionnelle, vraiment. Et on trouve des tas de choses là-dedans. Et eux, ils ont écrit « Monsieur, après des siècles de persécutions, les catholiques ont pu, dans des temps récents, devenir membres de professions publiques et participer pleinement à la vie de ce pays. La législation du mariage de même sexe, si elle devait être votée, aura de multiples conséquences légales en restreignant sévèrement la possibilité pour les catholiques d'enseigner la vérité sur le mariage dans leurs écoles, dans leurs institutions charitables et dans leurs lieux de culte. Cela n'a pas de sens de prétendre que les catholiques et les autres vont encore pouvoir enseigner leurs croyances sur le mariage dans les écoles et dans d'autres lieux, si on leur demande en même temps de tenir l'opinion opposée. Et il continue, la complémentarité naturelle entre un homme et une femme conduit au mariage, vu comme un partenariat pour la vie. Cette union aimante, en raison de leur complémentarité physique, est ouverte à la vie et à l'éducation des enfants. C'est ce qu'est le mariage. C'est pourquoi le mariage n'est possible qu'entre un homme et une femme. Le mariage et le foyer, les enfants et la vie de famille que le mariage engendre est la fondation et la pierre de base de notre société. Nous encourageons les membres du Parlement, nous exhortons les membres du Parlement à ne pas avoir peur et à rejeter cette loi maintenant que les conséquences sont mieux connues. 1000 prêtres pour dire ça, chapeau. Ils s'en sont expliqués un peu davantage. C'est le nouvel évêque de Portsmouth, qui est un petit jeune, qui est bien, qui y va et qui dit, vous savez, il nous arrive à peu près la même chose que sous Henri VIII. Henri VIII, on était prêt, l'Église était prête à lui pardonner son adultère, mais Henri VIII a prétendu redéfinir le mariage. Et on sait comment ça s'est terminé. Des siècles de persécution. Donc, les prêtres anglais, ils y vont très carrément. Et ils disent qu'à partir du moment où on change la définition du mariage et où on rend impossible l'enseignement religieux, eh bien les prêtres qui doivent témoigner vont témoigner, pourquoi pas jusqu'au martyr. Après tout, nous avons l'exemple de Thomas More, qui est mort pour défendre la définition du mariage. Et puis, un peu plus loin, nous avons Saint Jean-Baptiste qui a également perdu la tête parce qu'il reprochait au roi Hérode de ne pas vivre selon la nature même du mariage. Vu tout cela, je crois qu'il faut se rendre compte de l'aspect totalitaire de ce qu'on est en train de nous imposer. Je crois même, pour reprendre un petit peu ce dont j'ai discuté avec des Américains qui sont très lancés, des Américains catholiques très lancés dans ce conflit. Après tout, les homosexuels, le mariage, ça leur est et la procréation, ça leur est généralement assez indifférent. Surtout les homosexuels hommes. Ce ne sont pas eux qui ont envie d'adopter, ce sont plutôt les femmes, à 80% d'adopter ou d'avoir des enfants. Tout ça, c'est un petit peu poudre aux yeux. L'objectif principal est bien de normaliser une conduite que des siècles ont déclarée mauvaise pour l'homme, même si je ne suis pas en train de dire
qu'il faut juger les hommes qui sont soumis à cette tentation, parce que avec Chesterton, nous savons que nous sommes tous dans un état de déséquilibre par rapport à ces relations entre les sexes, on le sait très bien. Mais là, on est dans une dimension supplémentaire, et c'est cette dimension supplémentaire qu'on est en train de nous imposer au mépris de notre liberté, de notre foi. Et je crois qu'il est important de se battre fort sur ce plan-là et de ne pas laisser confisquer notre mobilisation. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des exemples ou des perspectives de retour en arrière après le vote d'une telle loi? On n'en a pas d'exemple. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays où cela a été fait. La Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, paradoxalement. L'Argentine, encore plus paradoxalement, parce que quand même, les Argentins sont dans leur immense majorité, sont des catholiques. En Argentine, on a légalisé ce qu'ils appellent le mariage égalitaire. Et jusqu'ici, il y a eu un certain nombre d'unions, et puis il y a eu même quelques divorces, donc tout est très bien. Non, je n'ai pas d'exemple, donc je ne saurais dire, et je prends simplement l'exemple du Pax. Qu'est-ce qu'on fait une fois que le Pax est là ? Comment est-ce qu'on revient en arrière? Comment est-ce qu'on dit aux gens, vous êtes paxés, maintenant vous n'avez plus aucun droit? Qu'est-ce qu'on fait? Pour le Pax, je ne vois qu'une solution quant à moi, c'est de dire le Pax n'est plus un contrat qui reconnaît, parce que c'est ça, qui reconnaît une cohabitation physique et qui en fait découler les droits, mais le Pax c'est un contrat pour tous qui permet dans une société éclatée à des frères, des sœurs, des cousins de vivre ensemble et de se transmettre leur patrimoine sans être excessivement matraqués sur le plan fiscal et en quelque sorte désamorcer l'affaire par le haut, sans publiquement attacher ce contrat à une cohabitation physique, à des rapports physiques. Mais pour le mariage, une fois que c'est fait, comment revenir en arrière? Bonne question. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, c'est une anecdote qui m'est arrivée, mais c'est pour dire que ça va plus loin que la perte de liberté. Ça nous met pratiquement l'équilibre psychique en jeu. Alors j'explique, on était avec des amis au café en train de parler et est arrivé un homosexuel, mais très bizarre. C'est un monsieur qui était visiblement un garçon très fort, très grand, on aurait dit un forestier, enfin quelqu'un qui allait couper des arbres, un bûcheron, mais il avait mis un petit foulard avec des fleurs. Et il s'assoit, mais il était gigantesque, quoi. Et il s'assoit et il nous dit, attention, je suis une femme. Alors tout le monde s'est regardé et il a dit, il faut me parler comme une femme. Et c'était effrayant, c'est-à-dire quelqu'un s'est penché et a dit, qu'est-ce qu'il dit? C'est évident, c'était un homme. Il est devenu fou furieux, il nous dit, je suis elle, il faut me dire. Et alors, on a passé les 2 heures à être obligé de transformer notre langage et de vivre cette disjonction entre notre perception et notre façon de parler. Et je pense que si ces histoires d'envahissement de l'homosexualité deviennent une loi, ça risque de créer des troubles psychiques à nous, enfin aux gens qui ne sont pas homosexuels, parce qu'on va être obligé même de changer le langage. Et j'ai été obligée d'exercer ça. Ce monsieur qui visiblement était un monsieur, il fallait lui dire par exemple, est-ce que tu t'es inscrite? Mais c'était épouvantable de parler comme ça. Est-ce que tu t'es inscrite? Je ne sais pas, pour le voyage. Et vous êtes obligé de faire des contorsions linguistiques. Et le langage qui est basé sur la différence du masculin et féminin, je ne sais pas jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on va pouvoir continuer de dire un homme, une femme, enfin je ne sais pas jusqu'au point. Et il y a par exemple nous en
en français, c'est beaucoup les adjectifs qui marquent le féminin et le masculin, mais il y a des langues où même une conjugaison très basique comme j'aime, si je qui parle est un homme, il faut faire certains accords. Et si je est féminin, il faut conjuguer d'une certaine façon. Et je ne sais pas jusqu'où ça va aller, l'envahissement que vous dites dictatorial, parce que toute notre civilisation et notre langage, le langage c'est l'humanité, est basé sur cette différence. Voilà. Aux États-Unis, il y a eu le cas d'une piscine publique qui est liée à une université et où il y avait je ne me rappelle plus son nom, Colin. C'était un homme vrai, mais qui se sentait femme et donc il allait dans les vestiaires des filles parce que il trouvait ça normal. Et puis, comme c'était dans le vestiaire des filles, eh bien, il se déshabillait et puis il s'installait, hop. Et des enfants d'une école voisine qui se servaient de cette piscine par accord avec l'université étaient venus. Et puis la coach de cette équipe de natation de petites jeunes filles de 10-12 ans est allée se plaindre. Et on lui a dit, mais non, mais c'est une femme, elle s'appelle Colline. Vous avez le droit de rien dire. Et donc elle est allée se plaindre à la municipalité. Et puis elle n'a pas eu gain de cause. Et maintenant, dans ce vestiaire, eh bien, on met des rideaux pour que les petites jeunes filles puissent aller tranquillement se changer. Et la nommée Colline, eh bien, elle se promène toute nue dans les vestiaires, toute nue, mais homme. Oh, ouais. Je suis désolée de vous raconter tout ça, c'est abominable. J'aimerais que tu me précises en quoi le mot homophobie te fait sauter au plafond. Alors, le mot homophobie me fait... J'ai pas bien compris ce que tu as exprimé, alors, parce que je comprends que ça t'agace. Homophobie me fait sauter au plafond pour plusieurs raisons. 1. La phobie, c'est une peur maladive. Une peur maladive, moi je n'ai pas une peur maladive des homosexuels. Il n'y a aucune raison d'avoir une peur maladive, mais on peut avoir, je suis désolée, on peut avoir une répulsion. Je pense qu'un homosexuel mâle à qui on disait vous devez avoir des rapports avec une femme, il aurait un mouvement de répulsion. Et de répulsion à cette pensée. Homophobe, ça nous ramène à l'époque soviétique. Quand on était soviétophobe, on allait en prison. Parce qu'on n'avait pas compris le système, on était contre, donc on n'était pas normal et on méritait, on n'allait pas en prison, pardon. On allait à l'asile psychiatrique. C'est un désordre psychiatrique, la phobie. Et c'est pour ça que je n'aime pas homophobe. Je n'aime pas non plus christianophobe à ce sujet. C'est pas un bon choix. Deuxième raison pour laquelle je n'aime pas homophobie, parce que c'est un délit. Et lorsque vous accusez quelqu'un d'être homophobe, vous êtes en train de dire ce type mérite la prison. Et lorsqu'on dit les manifestants de Civitas ont des positions homophobes, on est en train de les désigner à la justice comme des coupables. Eh bien, non. Alors, pourquoi tu dis que Madame Télène, alias oui. Brigitte Bardot, oui. on dit qu'elle est contre l'homophobie? En quoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que cela accrédite l'idée selon laquelle un jugement négatif sur ce qu'elle appelle les amours homosexuels serait en soi délictueux. Vraiment en deux mots. Merci de votre exposé remarquable. Simple remarque culturelle, il me semble que c'est un combat culturel, eschatologique et politique. Enfin bon, on peut discuter. Ce qui me frappe, c'est que ce combat animé par des groupes de pression est quand même un peu américain, même si des pays comme l'Argentine ou l'Espagne et le Portugal, il n'y a qu'à voir les noms ACT UP, le mouvement homosexuel est quand même de culture américaine. Et ce qui me frappe, c'est que c'est une culture finalement puritaine. Des gens qui, il y a 3 siècles, mettaient une lettre écarlate, Tighton, des gens qui, il n'y a pas si longtemps, empêchaient les gens de boire une goutte d'alcool, qui se trémoussaient chaque fois qu'il y avait un baiser sur la bouche entre un homme et une femme, nous disent aujourd'hui que nous sommes des monstres, nous sont prêts à nous lyncher moralement, psychologiquement, à nous interdire de penser la différence sexuelle. Donc j'ai l'impression que, est-ce que les gens qui sont victimes de ça, c'est-à-dire ces braves prêtres anglais, c'est magnifique, tous les gens qui essaient de lutter contre cette espèce de pression qui les criminalise, se rendent-ils compte qu'on a affaire finalement à une permissivité qui est un puritanisme retourné
et qui est exactement, comme vous l'avez dit d'ailleurs, là je vous donne à 100%, un totalitarisme très profond qui, pour le moment, épargne les anciens pays communistes. Il n'y a qu'eux qui résistent. Ils ne sont pas dans ce totalitarisme. Alors, je pense à la fameuse phrase de Georges Val, dans les pays communistes, des choses qu'on n'a pas le droit de dire, dans les pays capitalistes, on a le droit de dire des choses, on n'a pas le droit de les penser. Il a dit ça il y a 25 ans. J'ai l'impression que nous sommes rentrés maintenant dans cette période où tous les gens qui penseront comme vous, comme moi, enfin comme peut-être ici beaucoup de gens, ce que vous êtes en train de dire, de penser, de réfléchir, vont être criminalisés, vont être persécutés. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez paradoxe, assez curieux. Il y a un combat aussi culturel. Le paradoxe que vous nommez est très intéressant dans l'idéologie du genre. Le mot genre a été imposé pour éviter le mot sexe. C'est vraiment, c'est très vrai. Et pour revenir au nom américain, AIDS, le sida, AIDS, c'est aide, aider. Ça me rappelle quelque chose que je ne vous ai pas dit à propos du mariage des homosexuels. Des statistiques aux Pays-Bas rendent compte du fait que dans le mariage dit hétéro, et que j'appelle le mariage normal, la fidélité est une valeur. C'est-à-dire que c'est quand même rare que des hommes ou des femmes trichent, et tricher, c'est mal vu. Dans le milieu homosexuel, ce qui a facilité la revendication du mariage, c'est l'abandon de cette notion de fidélité obligatoire, parce que c'est vrai que ça s'étiole. Mais en moyenne, un homme en couple, là il s'agissait pas de mariage homosexuel, mais d'hommes établis en couple, en moyenne, ils ont quand même 8 partenaires supplémentaires par an. Ce qui est un peu mieux que ce qu'ils ont quand ils ne sont pas en couple. Là, ils en ont 22. Et pour les lesbiennes, c'est un peu pareil. Alors tout ça est assez paradoxal. On a l'impression d'un chaudron dont on soulève le couvercle, voilà. D'autres questions ? Oui, je voulais savoir, je reviens à la manifestation dimanche, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui y a derrière, qui sont ceux qui en majorité se sont levés dimanche, quels sont les leviers d'opposition aujourd'hui? Pour moi, c'est très nettement et très clairement l'Église catholique. C'est pour moi une évidence, même si elle ne s'est pas mise en avant. Bon, on ne le dit pas. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'habileté dans cette affaire. C'est-à-dire le fait de mettre en avant des homosexuels contre le mariage qui refusent d'être communautarisés. Le fait de mettre en avant des socialistes, c'était intelligent, parce que la loi va être votée par une majorité socialiste. Mais je crois que c'est la raison pour laquelle on a volontairement mis sous le boisseau les catholiques. Mais c'est une évidence que 90%, 95%, j'en sais rien, des gens qui étaient là étaient des braves gens catholiques qui ont simplement une perception chrétienne du mariage, comme l'a expliqué. Il y a un très bon blog de l'abbé de Tanoir là-dessus, sur le fait que le mariage que l'on défend est bien le mariage chrétien. Et ceux qui étaient dans le collectif, eh bien, c'est Alliance Vita, les associations familiales catholiques, etc. Et il se trouve que Frigide Barjot, par un concours de circonstances, a été à l'origine de la manif du 18. Le 5 septembre, je l'avais vue, elle disait, il ne faut surtout pas faire une manif maintenant, surtout pas. Il faut attendre qu'on ait chauffé l'opinion, etc. Elle était avec tout le monde, y compris avec Civitas. Quand Civitas a lancé la sienne le 17, le 18, elle a dit allons-y le 17, on va doubler le pion. Mais c'est comme ça qu'elle est arrivée en tête. Et c'est vrai qu'elle a un certain talent. Elle a un certain talent. Mais ce que je récuse, c'est sa façon de parler aux médias, qui est de dire aux médias ce que les médias veulent entendre. Voilà. Mais ceux qui sont à la tête sont, je pense, pour 9/10 catholiques aussi. Ah oui, mais bien sûr. Mais oui, mais bien sûr. Oui. Ah, ça, j'en suis persuadée. Oui. Mais je veux dire, de culture catholique, certainement. De culture catholique. Pardon ? Oui, mais alors, ça c'est... Ce que vous dites est intéressant. Parce que la conception du mariage du musulman n'est pas tout à fait la nôtre. Et que, on a vu quelques musulmans à la manifestation. J'ai vu les familles de France qui sont... c'est une variante de l'UOIF qui navigue aussi de manière assez
prochaine, assez proche du Front National, c'est assez amusant. Mais l'autre soir, on était avec un pasteur protestant qui est très rigolo, qui s'appelle Saïd Oujibou. On venait de dire, c'est très bien, il y a aussi des musulmans qui seront demain dans la rue. Il a dit, moi je me désolidarise en tant que converti de l'islam, je me désolidarise des musulmans qui défileront contre le mariage gay, parce que leur conception du mariage, c'est la polygamie, c'est l'oppression de la femme, c'est ceci, c'est cela, c'est inacceptable. Peut-être, s'ils sont dans la rue et qu'ils obtiennent que le projet soit interdit, bon, tant mieux, mais il est vrai que nous devons savoir que on n'est pas du tout sur la même ligne. Si le Parti socialiste perçoit que ce gisement d'électeurs est contre, tant mieux, tant mieux. Oui, ce qui n'est pas forcément mieux. Oui. Oui. Et encore, et encore, il y a quand même, dans beaucoup de pays musulmans, il y a quand même un gisement de tourisme. C'est les touristes qui les apportent. Et, donc personne ne dit rien. Oui. Oui, si la loi est adoptée, qu'est-ce qui pourra empêcher qu'on poursuive en justice les prêtres qui refuseront de marier les couples de même sexe? Alors ça, je suppose... Alors, le mariage civil est quand même autre chose que le mariage religieux. Alors, on a l'exemple de l'Angleterre, où le mariage religieux comporte des effets civils. Et donc, les gens peuvent se contenter de se marier à l'église. Et la loi, telle qu'elle est, prévoit une exemption pour les religions qui ne souhaitent pas. Mais ce que sont en train de dire les prêtres anglais, c'est que cette exemption ne suffit pas, parce qu'après, il y a toutes les dimensions de l'enseignement, du jugement moral, etc. Je ne pense pas, en tout cas dans l'état actuel des choses, et tel que ça se passe dans le monde entier, que l'on impose aux catholiques, par exemple, de participer à ça. On pourrait peut-être y arriver, mais ce n'est pas du tout le cas actuellement. Il y a pourtant le maire du Catalogne qui dit que la prochaine étape, c'est le mariage religieux. Oui, mais bon, c'est la déclaration d'une personne. C'est la déclaration d'une personne lambda, voilà. Et peut-être il y a des sectes protestantes qui marient religieusement les homosexuels, ça existe. Non, mais la loi peut arriver à l'imposer. Oui. Ça peut n'être qu'une étape, le mariage civil. Oui, mais l'Église ne l'acceptera pas, comme l'Église n'a pas accepté de redéfinir le mariage du temps d'Henri VIII. J'ai vu dans le journal anglais la semaine dernière qu'une personne très importante en Angleterre, je ne sais pas si c'est la ministre des cultes, si ça existe, a dit que les catholiques ayant déjà leur loi, le droit canon, ils pouvaient utiliser ce droit canon pour se mettre à l'abri des obligations de marier les homosexuels. Donc je me suis dit c'est une idée intéressante, qu'on a déjà un droit et qu'il faut que nous, on suive notre droit à nous. Je trouve très intéressante l'initiative de Riposte catholique qui est de demander que le mariage religieux puisse comporter des effets religieux en France. Des effets civils, pardon, des effets civils. Mais c'est impossible à imaginer dans un pays laïque. Bonsoir, je voudrais vous remercier pour la qualité de votre conférence. J'aurais une petite question. Est-ce que vous avez des informations sur le financement de la manifestation pour tous? Moi, comme d'autres, j'ai été très impressionné par le dispositif, par l'organisation, la logistique, les tonnes de papier, les t-shirts, les sonos, absolument, sur tout le parcours. Ça a dû coûter des centaines de milliers d'euros. Est-ce que vous avez des informations sur le financement, associations, syndicats, partis politiques, évêchés? Parce que c'est vraiment très étonnant. D'où est sorti l'argent? C'est une question importante. Alors, il y a un article dans Présent aujourd'hui, d'après lequel l'organisation de la manifestation a coûté 700 000 euros. À la louche, on n'a pas toutes les factures, mais on sait que ça a coûté à peu près 700 000. Pour l'instant, il y a eu des dons allant de 5 à 20 000 euros de mémoire, donc des gens qui ont déjà donné. Il y a eu des quêtes sur les parcours. On considère... Alors, avant, il disait qu'on considérait que dans une manif, chaque manifestant coûtait 1 euro.
Là, chaque manifestant a probablement coûté un peu moins, même en comptant, si on compte à peu près 1 million, 1 million 200, 1 million 300 000 personnes, 700 000, donc ça coûte un peu moins d'€1. Ils pensent rentrer dans leurs frais avec les dons qu'ils ont reçus et je pense qu'ils sont en train de compter les sous. Si on considère que c'est 1 euro par personne, en fait, il faut le dire avant la manif, puis les gens mettent 1 euro dans la quête, c'est pas grand-chose. Au cours de la manif. Oui. Alors, financement étranger, samedi soir, nous avons vu au Centre Charlier un nommé Brian Brown. Brian Brown, il est aux États-Unis et il est à la tête de la plus importante organisation civile pour le mariage traditionnel aux États-Unis, qui s'appelle National Organization for Marriage. Et alors, je lui ai demandé, bon, il était anglais, je l'ai présenté en 3 mots, et j'avais demandé à son assistant de m'en dire 2-3 mots. C'est cette organisation qui vit de dons, a un budget annuel de 20 millions de dollars. Ça m'a rendu malade. Voilà. Et ils ont des filiales en plus. Mais bon, ils font ça à l'américaine, c'est-à-dire efficacement. Ils font de la retape, ils envoient des lettres, des machins. Je crois qu'on n'est pas... En France, on est peut-être beaucoup moins équipés, puis culturellement moins dans cette optique. Mais ce qui est vrai, c'est qu'apparemment, les 700 000 de l'organisation de dimanche, apparemment, ils n'ont pas trop peur de ne pas rentrer dans leurs frais. J'ai lu un article très intéressant qui rappelait ce qu'avait dit celle qui a promulgué le Pax. C'était bien sous le gouvernement de Mitterrand. Comment s'appelle-t-elle? Non. Oui. Guigou. Et alors, quand elle... Justement, on pose la question, ça va aboutir au mariage, et elle s'en défend pendant, évidemment, une vraie plaidoirie, en disant que c'était impossible, qu'il était bien question qu'on pourrait peut-être ressortir ça. On l'a beaucoup, ça a été énormément ressorti. Oui, ça a été énormément ressorti, mais il me semble que ça fait partie de ces affirmations que l'on fait justement pour emporter l'étape suivante. Voilà. Oui, elle a dit très clairement. Mais on peut s'en servir pour dire... On peut s'en servir, bien sûr. Puisque eux-mêmes, c'est eux qui changent d'avis quand même. Et le même parti. Bien sûr. Est-ce qu'il y avait des observateurs étrangers à la manif pour tous? Oui, à ma connaissance, il y avait donc cet Américain qui pèse son poids. Il y avait... oui, j'ai vu pas mal de noms circuler. Il y avait notamment... je ne sais pas si vous connaissez Gabriele Kubi. C'est une Allemande qui a beaucoup travaillé sur Harry Potter. Une amie personnelle du pape. Sa fille était là. Il devait y avoir des... Pour le reste, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait un certain nombre. Il y avait des groupes espagnols. Il y avait des Belges, bien sûr, mais qui sont venus manifester. Et quelles ont été leurs réactions quand ils ont vu la Alors, manif? le fameux Brian Brown était abasourdi. Abasourdi parce qu'aux États-Unis, bien sûr, ils ont tous les ans leur marche pour la famille, pour la vie, qui réunit 400 000 personnes. C'est impressionnant. Mais 1 million, il a été abasourdi. Il a fait un article disant « Je suis américain, j'aime beaucoup mon pays, ne croyez pas que... mais vraiment, ils sont extraordinaires, ces Français. Et je suis content de rentrer aux États-Unis, mais vraiment, ils sont extraordinaires, ces Français. C'était assez marrant. »